Non, on est live. D'accord, super. Mhm. Alors, on commence ou là, on attend ou là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on commence. On est déjà live. Bon, on attend un peu يطلعوا les vues باش نشوفوا Ok, et je vais vous donner le feu pour commencer. ça marche, d'accord. Je pense qu'on peut commencer. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de répondre aux questions que votre collègue m'a passées. Donc, il y avait plein de questions, par contre, d'ordre de chirurgie. Et du coup, je ne peux répondre que sur les questions de gastro-hépato. Alors, on va commencer avec la première question. Vous m'avez demandé de vous expliquer un peu la physiopathologie de la cirrhose. Donc, si on veut expliquer la physiopathologie de la cirrhose, on doit expliquer déjà les trois composantes qui sont la fibrose, l'HTP et l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, concernant la fibrose, il s'agit d'un déséquilibre entre la synthèse de la matrice extracellulaire hépatique et sa dégradation. Donc, il y a plus de synthèse que de dégradation. Et donc, on aura une accumulation de la matière extracellulaire, de la matrice extracellulaire. Il s'agit là d'un mécanisme de cicatrisation qui est malheureusement pathologique, consécutive à une réaction inflammatoire chronique. Donc, normalement, au début de la fibrose, ou disons pendant les trois premiers stades de fibrose, il y a une réversibilité à condition bien sûr de contrôler l'agent pathogène. Mais une fois on arrive à la cirrhose, là, il n'y a plus rien à faire, la fibrose elle est là, elle devient irréversible. Donc la localisation de cette fibrose dépend de l'étiologie. Le début de la localisation dépend de l'étiologie. Par exemple, dans les étiologies virales et les étiologies aussi biliaires, le début va être biliaire. Pour les autres étiologies, on a les étiologies centrolobulaires, comme c'est le cas de l'alcoolique. Et il y a les causes il y a aussi les étiologies qui vont causer une fibrose qui va commencer en périportale et qui va par la suite, on verra l'expansion de cette fibrose pour arriver au stade de cirrhose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une agression des hépatocytes par les différents agents. Ça peut être l'alcool, ça peut être les virus, comme le virus de l'hépatite B ou l'hépatite C. Donc, ça dépend de l'étiologie. Mais cette agression des hépatocytes va provoquer une sécrétion des cytokines. Bon, on donne à titre d'exemple les IL-8 et les LLG. Ces cytokines vont causer l'activation du système immunitaire dans les lymphocytes T et les cellules de Kupffer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va synthétiser des médiateurs qui seront responsables de l'activation des cellules étoilées du foie. Alors, la cellule étoilée du foie, elle est au centre du processus de la fibrose. Excusez-moi. Voilà. Donc, cette activation de cellules étoilées du foie qui vont se transformer en myofibroblastes et qui seront là à synthétiser la matrice extracellulaire en excès. En même temps, on va voir ça, bon. Voilà, donc on a l'initiation,
On a déjà parlé de l'initiation du processus, comment il se fait. On a une activation, on a une agression des hépatocytes, une activation du système immunitaire, donc des cytokines. Les cytokines vont faire en sorte d'activer la cellule étoilée du foie qui va se transformer en cellule. Excusez-moi. Voilà, qui vont se transformer en myofibroblastes. Ces myofibroblastes vont activer, donc ils vont produire en excès la matrice et en même temps, ils vont inactiver la dégradation de cette matrice, comme on le voit sur le schéma. Voilà, ça c'était le mécanisme de fibrose. La fibrose qui est obligatoire pour arriver au stade de cirrhose. Là, on va expliquer le mécanisme d'HTP. L'HTP, c'est en gros la conséquence, d'une part, une augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques. Alors, elle se fait comment l'augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques? On a une compression des veines portes par les nodules, ce qu'on appelle les nodules de régénération ou les nodules de structure anormale. Actuellement, on a tendance à les appeler nodules de structure anormale. Donc, on a une compression des veines portes par la fibrose. On a un dysfonctionnement endothélial. Pour le dysfonctionnement endothélial, il y a plusieurs théories. L'une des théories, c'est la diminution du NO en intrahépatique. Et on verra par la suite qu'il y a une diminution du NO en intrahépatique, mais par contre, il y a une augmentation du NO en extrahépatique, dans la circulation systémique. Alors, on revient aux cellules étoilées du foie qui vont se transformer en myofibroblastes et qui sont des cellules contractiles. Donc, beaucoup, ils vont contribuer à l'augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques. Donc, ils vont provoquer le bloc intrahépatique et du coup, on a une augmentation de la résistance, du coup, on aura une augmentation de la pression au niveau de la veine porte, du système porte. Alors, là, c'est pour expliquer les résistances. Deuxièmement, d'autre part, on a une augmentation du débit splanchnique. Alors, pourquoi on a une augmentation du débit splanchnique? Déjà, pour compenser la diminution du flux porte intrahépatique, on aura une augmentation du flux artériel. Et aussi, on aura le développement des collatérales. Donc, comme vous connaissez, le développement des collatérales qui va donner des CVC, qui va donner des varices œsophagiennes et œsogastriques. Donc, comme on aura le développement des collatérales, on aura une diminution des résistances splanchniques et du coup, on aura un hyperdébit splanchnique. Voilà, là, on revient à l'augmentation du NO systémique, contrairement au NO intrahépatique. Là, il n'y a pas une explication vraiment exacte. Il y a plusieurs théories qui disent pourquoi, qui expliquent pourquoi il y a une augmentation du NO systémique, mais vraiment, ça reste des théories très vastes. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une augmentation du NO systémique, ce qui va provoquer une vasodilatation au niveau, une vasodilatation dans toute la vascularisation systémique et elle-même, elle sera responsable de l'HTP. Là, il y a une faute. Elle sera responsable de l'HTP. Donc, au niveau de la veine porte, on aura une vasodilatation et du coup, ça va encore augmenter l'hypertension portale. Et par conséquence, on aura une diminution du volume sanguin central. Vous voyez, il y a une dilatation splanchnique. Du coup, le volume n'a pas, le volume, c'est toujours le même. Mais il y a une vasodilatation splanchnique.
qui va se faire aux dépens de certains organes, y compris dans le rein. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une diminution du volume sanguin central et du coup une activation du système rénine-angiotensine. C'est le mécanisme principal qui explique et l'acide et le syndrome hépatorénal. Alors, la troisième entité, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. L'insuffisance hépatocellulaire, bon, elle est un peu logique. On a une diminution de la masse fonctionnelle, ainsi qu'une modification des vaisseaux qui vont gêner, une modification de la vascularisation qui va gêner les échanges. Et du coup, on aura une diminution de synthèse hépatique, donc diminution de synthèse des facteurs de coagulation, et du coup, on aura un PP qui est bas. On aura aussi une diminution de la synthèse de l'albumine, donc on aura une hypoalbuminémie. Et la deuxième fonction, bon, on a le foie, il a la fonction de synthèse et la fonction d'épuration. Donc, on a une diminution des fonctions d'épuration. Donc, en gros, la cause de l'insuffisance hépatocellulaire, c'est la diminution de la masse fonctionnelle qui a été détruite par la fibrose et aussi la modification de la vascularisation. En cas de cirrhose, on a un bouleversement général de l'architecture hépatique. Donc, même la vascularisation, elle va souffrir de ce bouleversement. Et du coup, on aura moins d'échanges entre les hépatocytes et les vaisseaux hépatiques. Voilà. Là, on a terminé pour la physiopathologie de la cirrhose. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh ben, si aussi vous avez compris. Il n'y a pas de questions? Non, je pense que tout a été clair. Très bien. Donc, on a parlé de la fibrose, le mécanisme de fibrose. On a dit que l'agent clé, c'est les cellules étoilées du foie qui vont être activées et du coup qui vont produire une matrice extracellulaire très importante, c'est ça la fibrose. On a parlé de l'HTP et les différentes causes de l'HTP. Pourquoi il y a une HTP? D'une part, il y a une augmentation des résistances et d'autre part, on a un hyperdébit splanchnique. Et troisièmement, c'est l'insuffisance hépatocellulaire qu'on a expliqué par la diminution de la masse fonctionnelle et aussi il y a un problème d'échange entre la vascularisation et les hépatocytes. Alors, revenons aux étiologies d'HTP par bloc intrahépatique. Vous m'avez demandé les étiologies d'HTP par bloc intrahépatique. Donc, on va les diviser en deux groupes, les blocs intrahépatiques pré-sinusoïdales et les blocs intrahépatiques sinusoïdales. Donc là, pour les premiers, l'obstacle siège sur la dernière ramification portale. Donc, c'est la vénule interlobulaire. Par quoi on peut avoir un bloc? Bon, premièrement, c'est la bilharziose, mais ça reste quand même, des étiologies qui sont assez rares. Bien sûr, la première étiologie va être par l'HTP par bloc intrahépatique sinusoïdal et qui est la cirrhose en premier lieu. Là, on va parler des autres. Donc, pré-sinusoïdal, on a la bilharziose. C'est une parasitose tropicale, j'imagine que tout le monde connaît. Alors là, on a une hypertension portale qui est la conséquence de l'embolisation des œufs dans les terminaisons des vaisseaux du système porte. Donc, les œufs, ils vont migrer et ils vont arriver aux terminaisons des vaisseaux du système porte. Ils vont être bloqués et du coup, ils vont bloquer aussi le flux portal. Et ce qui va causer l'HTP. L'homme se contamine par contact avec une eau douce contaminée. Pour la clinique, on a la phase d'infection, la dermatite allergique, puis la phase d'invasion, là où on va avoir les œufs.
Donc, on aura une fièvre qui est élevée, un toux, l'urticaire, douleur de myo-articulaire. Et puis, la phase de focalisation, où on aura une spléno-hépatomégalie avec altération de l'état général. Là, le diagnostic, c'est sérologique. Les autres, on a la fibrose diffuse des espaces portes, on a l'hypertension portale idiopathique, la fibrose hépatique congénitale, la fibrose hépatique congénitale ou la maladie de Caroli. On a la cirrhose biliaire primitive. La cirrhose, alors, je vous explique. Pour la cirrhose biliaire primitive, elle peut donner de l'HTP avant d'arriver au stade avancé de cirrhose. Donc, au début de la maladie, bon, pas au début, mais au bout d'un moment, on n'a pas la cirrhose. La cirrhose n'est pas encore là, mais on a l'HTP qui commence. Alors, on a la sclérose hépatoportale, la sarcoïdose hépatique, la tuberculose hépatique et le syndrome myéloprolifératif et lymphoprolifératif. Tout ça, ça reste quand même de rares causes d'HTP par bloc pré-sinusoïdal. On arrive au bloc intrahépatique sinusoïdal qui représente plus de 80% des causes d'HTP. Là, l'obstacle, il est en aval du sinusoïde sur les veines centrolobulaires. La première cause reste la cirrhose. À 90% des cas, c'est une cirrhose. Mais il y a aussi d'autres causes. On parle de la maladie véno-occlusive. On parle aussi de l'HNR ou hyperplasie nodulaire régénérative, de la péliose hépatique, qui est une lésion hépatique diffuse. Mais bonne nouvelle, on a regroupé tous ces termes qui sont beaucoup plus anatomopathologiques dans un terme qui englobe tout ça, c'est la maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Donc, pas la peine de retenir tous ces noms, ils ne sont plus, maintenant ils n'ont qu'une signification anatomopathologique, mais la maladie, c'est la maladie vasculaire porto-sinusoïdale, la MVPS. On a aussi comme autre cause les affections tumorales primitives ou secondaires et on a l'amylose hépatique, qu'elle soit primaire ou secondaire. Voilà, ça c'était pour les étiologies de l'HTP par bloc intrahépatique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. D'accord, on avance alors. Là, on va parler de la différence. Voilà, on m'a posé la question comme quoi c'est quoi la différence entre le remplissage et la transfusion. Donc, pour la transfusion, là, là, je pense que j'ai parlé beaucoup plus d'hémorragie digestive par HTP. Mais on peut faire les deux, hein. On peut faire la transfusion dans toutes les hémorragies digestives. Mais là, je vais cibler la transfusion en cas d'hémorragie digestive par rupture de VO. Donc là, le but de la transfusion, c'est de préserver la perfusion tissulaire. Particularité en cas d'HTP, c'est une hémoglobine cible qui doit être entre le 7 et 8 d'hémoglobine, pas plus. Sauf si cas particulier, par exemple pour un sujet âgé qui est cardiopathe, là le risque d'ischémie tissulaire il est très élevé, donc là on peut aller jusqu'à 10, mais pas plus. Pourquoi s'arrêter à 7 et 8 qui sont toujours des anémies, quand même 7 d'hémoglobine et 8 c'est toujours l'anémie. Là on s'arrête dans cette cible. C'est pour ne pas aggraver, pour ne pas alimenter l'hémorragie digestive. Voilà, là j'ai parlé de la transfusion. Par contre, le remplissage, son but, c'est déjà, il
c'est le fait de perfuser des solutés dans la circulation sanguine pour augmenter la volémie, afin de corriger le collapsus ou l'état de choc causé par l'hémorragie digestive, dont le but est de stabiliser le malade avant de procéder à une fibroscopie digestive haute. Comme vous le savez bien, c'est une contre-indication absolue à la fibro. Un malade en état de choc, on ne peut pas faire de fibro. Et comme la fibroscopie, c'est l'examen clé pour le but diagnostique et aussi thérapeutique, donc on est obligé de passer par le remplissage chez un patient qui est instable, un patient qui est en collapsus ou carrément en état de choc. Donc le remplissage va se faire par du sérum salé ou même avec de l'albumine. Mais le but, c'est d'arriver à stabiliser le patient pour passer à l'étape exploration endoscopique. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, on ne fait pas de remplissage par transfusion. On fait le remplissage, on le fait par l'objectif du remplissage, c'est d'arriver à une tension correcte, donc supérieure à 90, la systolique, donc de sortir de l'état de choc ou du collapsus. Alors que pour la transfusion, c'est on cible une hémoglobine. On a dit le cas particulier de l'HTP, c'est qu'on doit cibler une hémoglobine entre 7 et 8, pas plus. Donc, on doit éviter, bien sûr, l'hypoperfusion tissulaire. Inférieur à 7, on est dans l'hypoperfusion, mais supérieur aussi à 8, on risque d'aggraver l'hémorragie, d'aggraver le saignement. J'espère que c'est clair. Alors là, on va passer aux indications. Vous m'avez demandé les indications de certains examens complémentaires. Vous avez cité la fibroscopie digestive haute, la coloscopie, mais aussi la sonde nasogastrique. Mais je vous dis que ce n'est pas un examen complémentaire. Voilà. Donc, pour ce qui est de la fibroscopie digestive haute, première indication, c'est la dysphagie, qu'elle soit isolée ou associée à l'odynophagie. L'odynophagie, vous connaissez, bon, vous devez connaître c'est quoi la différence entre la dysphagie et l'odynophagie. Donc, en cas de dysphagie ou d'odynophagie, l'interrogatoire et l'examen clinique vont permettre d'orienter le diagnostic vers une origine pré-œsophagienne, où l'endoscopie n'est pas recommandée en première intention. Il faut faire avant tout un examen ORL. Et l'origine œsophagienne, donc où l'endoscopie reste l'examen de première intention. Quel que soit le contexte. Donc, devant une dysphagie d'origine œsophagienne, il n'y a rien à dire. C'est une indication absolue à la fibroscopie digestive. Et d'ailleurs, c'est une indication à une fibro plus biopsie, même si on ne trouve absolument rien. Vous avez une dysphagie et il n'y a rien, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de lésion au niveau de l'œsophage. On est obligé de faire des biopsies à la recherche d'une œsophagie thyosinophile. On a les nausées ou vomissements persistants et isolés. En cas de nausées ou vomissements isolés et persistants au-delà de 48 heures, une exploration digestive haute est justifiée après avoir éliminé une origine extra-digestive et une occlusion intestinale qui, bien évidemment, contre-indique la fibro. Lorsqu'une cause gastro-duodénale est évoquée, l'endoscopie doit être préférée à l'examen radiologique. Donc, devant des nausées et des vomissements persistants et isolés non expliqués par une autre cause, et après avoir éliminé les urgences chirurgicales, là, on doit faire une fibroscopie digestive haute. La dyspepsie. Pour la dyspepsie, les recommandations, c'est recommandé chez un sujet âgé de plus de 45 ans et ou en cas de symptômes d'alarme tels qu'une anémie, une dysphagie, un amaigrissement ou toute
Chez un sujet âgé de moins de 45 ans sans symptômes, sans symptômes d'alarme, une endoscopie haute est recommandée en cas de positivité d'un test diagnostique d'HP ou en cas d'échec d'un traitement symptomatique ou d'une récidive à l'arrêt de ce traitement. Donc, en cas de dyspepsie chez un sujet dont l'âge est supérieur à 45 ans, il faut faire une fibroscopie. Chez un sujet qui est inférieur à 45 ans mais qui a un signe d'alarme, c'est quoi les signes d'alarme? C'est un amaigrissement récent, une altération de l'état général du patient récente, une dysphagie, une anémie. Là aussi, la fibroscopie digestive haute s'impose. Pour les autres, donc les moins de 45 ans et qui n'ont pas de signes d'alarme, mais chez qui on a déjà donné un traitement et que ça n'a rien donné, là aussi, ça peut être une indication de la fibroscopie digestive haute ou sinon à la recherche d'HP. Alors, en cas d'anémie chronique et ou de carence martiale, en cas d'anémie ferriprive ou de carence martiale, donc un bilan, une ferritinémie qui est effondrée, et après avoir éliminé une origine extra-digestive, surtout pour la femme, l'origine gynécologique aussi doit être recherchée. Une endoscopie haute est recommandée. En première intention, lorsque le contexte clinique oriente vers le tractus digestif, ou aussi chez un patient en mauvais état général. Dans tous les cas, après une coloscopie non concluante, et si possible, dans tous les cas, après une coloscopie non concluante, et si possible, en même temps anesthésique. Bon, là, on parle des gens qui font l'endoscopie sous anesthésie, ce n'est pas le cas en Algérie. Donc, eux, ils préfèrent, une fois ils ont fait la sédation pour une coloscopie, vaut mieux profiter pour faire une fibroscopie à la recherche de la cause d'anémie. Donc, pour une anémie chronique ou une ferritinémie qui est très basse, on doit rechercher la cause digestive, surtout s'il n'y a pas une origine extra-digestive chez une femme, il n'y a pas de problème gynécologique, il faut faire une fibroscopie à la recherche d'une origine digestive. En cas de douleur, en cas de méléna, en cas de signe qui va orienter vers le tractus digestif, donc la fibroscopie doit être faite. Et chez un patient en mauvais état général aussi, il faut viser le tractus digestif. Alors, pour un saignement digestif aigu d'origine haute, bon, allez, en première intention, je ne vais pas dire tout ça parce que la question ne se pose même pas. L'indication devant une origine haute, donc que ce soit devant des hématémèses, des mélénas ou même des rectorragies de grande abondance. Une rectorragie de grande abondance, elle peut avoir une origine haute. Le saignement il est tellement sévère que ça a donné des rectorragies. Donc, il faut toujours commencer par une fibroscopie. Donc, c'est valable pour les mélénas et pour les rectorragies de grande abondance. Il faut toujours penser à commencer par une fibroscopie, éliminer une origine haute. La fibroscopie, en cas de cette
m'entendez là? Oui, oui, on vous entend. Ah, très bien. Je dois juste mettre... Excusez-moi, c'est mon PC qui m'a lâché. Ah, c'est pas grave. Alors, je reviens au saignement digestif aigu d'origine haute, donc qui peut être des hématémèses, comme j'ai dit, ça peut être des hématémèses, des mélénas ou même des rectoragies de grande abondance. Donc là, bien sûr, on ne peut faire de fibro que sur un patient qui est stable, mais il est préférable de faire la fibro dans les 12 heures qui vont venir après le début du saignement et pas au-delà de 24 heures. Donc, c'est entre 12 à 24 heures. Donc, les conditions de réalisation de l'examen doivent permettre d'effectuer un geste thérapeutique nécessaire dans le même temps, bien sûr. D'un côté, on va faire la fibro pour le but diagnostique, savoir pourquoi ça saigne, avec les différentes étiologies des hémorragies digestives hautes, que vous connaissez certainement très bien. En même temps, il faut arrêter le saignement par des gestes thérapeutiques endoscopiques. Donc, l'endoscopie doit être répétée lorsque le saignement persiste, alors qu'une première exploration incluant une endoscopie haute et une coloscopie n'a pas été concluante. En revanche, une endoscopie de contrôle de l'efficacité du traitement hémostatique d'un ulcère n'est pas justifiée en absence de récidive hémorragique. Pour ce qui est de l'RGO, pour l'RGO, la fibroscopie n'est pas indiquée d'emblée. Le diagnostic est clinique. D'accord. Associant un pyrosis et des régurgitations acides, si le patient est âgé de moins de 50 ans et ne présentant aucun signe d'alarme associé. Donc, pas d'amaigrissement, pas de dysphagie, pas d'hémorragie et pas d'anémie. Dans le cas contraire, et donc chez un patient supérieur à 50 ans qui présente ou inférieur à 50 ans qui présente un signe d'alarme, il faut faire une fibroscopie digestive haute. Voilà, c'est ce qu'on a déjà dit. Une endoscopie haute est indiquée après avoir éliminé une origine extradigestive en cas de symptômes atypiques pouvant être liés à un RGO, comme la toux nocturne, l'asthme, douleur pseudo-angineuse, enrouement et sensation de brûlure pharyngée ou des eupalgies. Donc là, il faut faire une endoscopie à la recherche de signes en faveur de l'RGO, de signes endoscopiques en faveur de l'RGO. L'endobrachéosophage. Le diagnostic d'endobrachéosophage est établi par endoscopie haute avec biopsie. Une endoscopie avec biopsie est nécessaire pour diagnostiquer une dysplasie sur endobrachéosophage. Cette dysplasie doit être confirmée par une deuxième endoscopie 2 à 3 mois après la première et après avoir fait un traitement antisécrétoire dans l'intervalle. Car parfois, quand il y a beaucoup d'inflammation, à l'anapathe, on peut avoir des signes de dysplasie alors que c'est juste l'inflammation. Et du coup, on traite et on refait une deuxième endoscopie après 2 à 3 mois. La nécessité d'une surveillance endoscopique est justifiée par le risque de dysplasie et de cancer sur endobrachéosophage. Donc, une endoscopie complétée de biopsies multiples suivant un protocole précis est recommandée tous les 2 à 3 ans en cas d'endobrachéosophage avec métaplasie intestinale et sans dysplasie. Une endoscopie est recommandée pour la surveillance en cas de dysplasie de bas grade. Donc, on doit faire une endoscopie tous les 6 mois pendant une année, puis tous les ans. Et une surveillance endoscopique est interrompue une fois on arrive à la dysplasie de haut grade. Là, il faut agir. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale.
Bien sûr, c'est une indication à la fibroscopie. Chez un patient ayant une symptomatologie ulcéreuse typique ou atypique, l'endoscopie haute est recommandée en première intention. Chez tout patient âgé de plus de 45 ans ayant un syndrome ulcéreux typique ou atypique, ou chez un patient âgé de moins de 45 ans présentant des symptômes d'alarme, comme tout à l'heure, les symptômes d'alarme, c'est l'amaigrissement, c'est l'anémie, c'est l'altération de l'état général. En cas de positivité de test diagnostic d'HP, c'est la même chose que tout à l'heure. Ou en cas d'échec du traitement symptomatique chez un patient âgé de moins de 45 ans, des biopsies multiples doivent être systématiquement pratiquées en cas d'ulcère gastrique. Vous savez très bien, la hantise, c'est le cancer de l'estomac dans sa forme ulcéreuse. Bon, là, ça ne vous intéresse pas trop. Donc, le plus important, c'est de retenir l'ulcère gastro-duodénal comme la maladie ulcéreuse gastro-duodénale comme une indication à la fibroscopie. L'hypertension portale. Madame, il y a une question qui dit est-ce que la fibroscopie permet la réalisation des biopsies à la recherche d'hélicobactères, quelle que soit la localisation de l'ulcère? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas bien compris la question. Répétez-la, s'il vous plaît. La fibroscopie permet la réalisation de biopsies à la recherche d'hélicobactères. Est-ce que, quelle que soit la localisation du l'ulcère? Quelle que soit la localisation de l'ulcère? Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Quelle que soit la localisation d'ulcère, qu'il soit, donc vous voulez dire qu'il soit gastrique ou duodénal, on doit rechercher l'HP, oui. D'accord. Parce que l'HP peut être la cause des deux. D'accord. Donc oui, il faut rechercher. Si vous voulez le protocole, bon, je ne pense pas que ça vous intéresse le protocole de biopsie. En tout cas, il faut rechercher l'HP dans la maladie ulcéreuse, que ce soit un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal. Il y a une autre question qui dit quelles sont les contre-indications de la fibroscopie? Donc, les contre-indications de la fibroscopie, on a déjà parlé de la contre-indication numéro 1, qui est bien sûr l'instabilité, un malade qui est hémodynamiquement instable. Là, c'est une contre-indication absolue. Pour les autres contre-indications, ça reste, par exemple, pour un IDM, quelqu'un qui a fait un IDM inférieur à 3 semaines, il faut éviter de faire une fibroscopie digestive haute. En cas d'urgence chirurgicale, par exemple, en cas d'occlusion, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est les contre-indications absolues. Hein. Pour les malades de Réa, s'il y a une protection des voies respiratoires, il y a une possibilité quand même de faire la fibro. D'accord. Voilà. Alors, pour l'hypertension portale, l'endoscopie digestive haute à visée diagnostique est recommandée en cas de suspicion d'HTP et notamment lors du diagnostic de cirrhose. Donc, on a fait un diagnostic de cirrhose. On doit obligatoirement rechercher les VO, ou plutôt les signes endoscopiques de l'HTP. Il n'y a pas que les VO, il y a la gastropathie hypertensive, il y a les GOV, il y a beaucoup d'autres signes. En tout cas, il faut rechercher les signes endoscopiques d'HTP. Une endoscopie de surveillance est recommandée tous les 2 ans chez les malades cirrhotiques chez lesquels l'endoscopie n'a pas montré de varices au moment du diagnostic. Donc, s'il y en a, on vient de faire le diagnostic d'une cirrhose, on doit faire une fibro à la recherche de VO, de varices œsophagiennes. Donc, si on les trouve, on doit mettre le patient sous traitement. Donc, le traitement, il peut être pharmacologique, comme par bêta-bloquant, comme il peut être un traitement endoscopique par ligature.
Maintenant, si on ne trouve pas, le patient, il a le droit de faire une cirrhose et de ne pas arriver au stade de l'HTP endoscopique. Donc, on peut avoir une cirrhose sans développement des VO. Donc là, c'est obligatoire de refaire l'endoscopie, de faire une surveillance chaque 2 ans. D'accord? Une endoscopie de contrôle est recommandée après traitement endoscopique de varices œsophagiennes pour contrôler l'éradication des varices. Donc, une fois on a fait la ligature des varices, on doit contrôler l'éradication pour être sûr qu'il n'y a plus de varices. Maintenant, on peut être amené à faire une fibroscopie digestive haute pour faire des biopsies duodénales. Donc, qui sont indiquées en cas d'anémie par carence martiale sans cause identifiée. Qu'est-ce qu'on cherche en cas d'anémie par carence martiale? Pourquoi on fait des biopsies duodénales? C'est principalement la recherche d'une maladie cœliaque ou voilà, d'une atrophie villositaire. En cas de carence de folate, pareil, on est obligé de faire des biopsies duodénales. Ou autre carence nutritionnelle. Donc, on est devant un syndrome de malabsorption. On doit faire une fibroscopie digestive haute, plus des biopsies systématiques, des biopsies duodénales systématiques. En cas de diarrhée chronique isolée, dont on ne trouve pas l'étiologie, on est obligé aussi de faire la fibroscopie à la recherche d'une atrophie villositaire, entre autres. Une dermatite herpétiforme, devant une dermatite herpétiforme aussi, à la recherche toujours, on doit faire des biopsies systématiques, même si endoscopiquement, l'aspect paraît normal du duodénum, on est obligé, de la muqueuse duodénale, on est obligé quand même de faire des biopsies à la recherche d'une atrophie villositaire en rapport avec une maladie cœliaque. L'évaluation de la réponse au régime sans gluten au cours de la maladie cœliaque, donc on doit vérifier l'efficacité du régime sans gluten et aussi faire des biopsies, même si l'aspect est normal, il faut faire quand même des biopsies. Et en cas de suspicion de certaines parasitoses lors de l'examen parasitologique, lorsque l'examen parasitologique des selles est négatif. Donc, comme c'est le cas de la lambiase. Voilà, ça c'était les indications de la fibroscopie. Là, on arrive aux indications de la coloscopie. Donc, les indications de l'endoscopie digestive basse, là, on va parler des patients à risque moyen du cancer colorectal. Premièrement, en présence de symptômes digestifs isolés, donc que ce soit des douleurs abdominales, une diarrhée ou une constipation ou alternance diarrhée-constipation, une coloscopie totale est recommandée. Après 50 ans, obligatoirement, vous avez un patient qui est âgé de plus de 50 ans qui se plaint de l'un de ces symptômes. Donc, que ce soit une douleur abdominale, une diarrhée, une constipation ou une alternance diarrhée-constipation, il faut faire la coloscopie. Avant 50 ans, on a une chance de réponse à un traitement symptomatique. Donc, on a essayé avec un traitement symptomatique, ça n'a pas donné. Là, on doit passer par la coloscopie, et toujours en présence de ces signes, que ce soit des troubles du transit, type diarrhée, constipation ou alternance, ou des douleurs abdominales. Donc, deuxièmement, en présence de rectorragie chronique ou aiguë abondante, une coloscopie totale est recommandée. Comme je vous ai déjà dit, devant une rectorragie aiguë abondante, on commence tout d'abord par une fibroscopie, on élimine une origine haute, puis on passe à la coloscopie. Donc, en cas de rectorragie chronique, quel que soit l'âge, on a une rectorragie qui est chronique, donc on fait quand même une coloscopie. En cas de rectorragie chronique isolée rouge vif après 50 ans, en cas de rectorragie aiguë abondante, dès que l'état clinique du patient le permet, le choix entre une rectosigmoïdoscopie souple ou une coloscopie totale de première intention est possible en cas de rectorragie
Donc là, je veux dire ce passage, ce paragraphe, c'est que si on a une origine qui paraît proctologique, donc vous avez un patient qui est jeune et qui a un problème d'hémorroïdes, on peut commencer par une rectosigmoïdoscopie. Si on n'a pas une bonne explication, on passe à la coloscopie. Mais par contre, chez un sujet qui est âgé, même s'il a une maladie hémorroïdaire, on ne s'arrête pas à la sigmoïdoscopie. On est obligé de passer par la coloscopie, car il peut y avoir un cancer à côté de sa maladie hémorroïdaire. Donc, en cas d'endocardite, une coloscopie totale est recommandée. Avant ou après une transplantation d'organes chez un patient asymptomatique, là, les recommandations ne sont pas claires. Il y a ceux qui recommandent de faire une coloscopie et ceux qui ne recommandent pas la coloscopie. En cas de diverticulose conique symptomatique, une coloscopie totale est contre-indiquée. Oui, ça fait partie des contre-indications. Alors, lorsqu'on a une diverticulite, c'est une contre-indication de la coloscopie. Lorsque le diagnostic d'une inflammation aiguë d'une diverticulose colique a pu être posé par d'autres moyens diagnostiques. Bon, bien sûr, comme vous savez déjà, pour la diverticulite, le diagnostic il est scannographique et il est contre-indiqué de faire une coloscopie. Alors, l'indication d'endoscopie digestive basse chez les patients à risque élevé, c'est en cas de surveillance, surtout pour la surveillance des MICI. Bien sûr, l'indication de la coloscopie chez les MICI, premièrement, c'est on pose le diagnostic grâce à une iléocoloscopie, que ce soit pour le Crohn ou pour la RCH. Pour les deux, on doit commencer, on pose le diagnostic grâce à une iléocoloscopie, mais après le diagnostic, pour l'évaluation du traitement, pour voir l'évolutivité de la maladie, on doit faire des coloscopies à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'on donne un nouveau traitement et qu'on veut voir le résultat, c'est avec des coloscopies qu'il faut faire. Et bien sûr, donc là, on a le diagnostic des MICI, on a le suivi, le diagnostic, l'évolution des MICI, mais aussi la surveillance de la dégénérescence des MICI, surtout après 10 ans d'évolution. Quand on a une poncolite, que ce soit pour la RCH ou aussi une maladie de Crohn colique qui évolue depuis plus de 10 ans, on est obligé de faire des coloscopies chaque 2 à 3 ans à la recherche d'une dégénérescence. Aussi, en cas de diarrhée chronique, on doit faire une coloscopie. Et c'est pareil pour la dysphagie. Comme je vous ai dit, pour la dysphagie, le fait de faire une fibroscopie, et même s'il n'y a pas de lésion, il faut quand même faire des biopsies de l'œsophage. Là, c'est la même chose. Vous avez une diarrhée chronique et vous n'avez pas d'étiologie, vous faites une coloscopie et il n'y a aucune lésion, il faut quand même faire des biopsies systématiques à la recherche, c'est pareil, à la recherche d'une colite microscopique. Voilà, là, c'était les indications de la coloscopie. Donc, on a fait la fibroscopie, les indications de la fibroscopie et de la coloscopie. Bien sûr, je n'ai pas parlé du dépistage de la population générale. On peut faire des dépistages du cancer colorectal pour la population générale. On les divise en moyen risque, en haut risque et en très haut risque. Et avec les coloscopies de dépistage du cancer colorectal. Donc, une des indications, c'est le dépistage du cancer colorectal.
Là, on arrive aux complications des pancréatites aiguës. Voilà, vous m'avez demandé les complications des pancréatites aiguës. On va les diviser en trois titres, les complications systémiques, complications locales et complications loco-régionales. Donc, pour les complications systémiques, on a l'état de choc cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire aiguë, que ce soit par atelectasie, par une bronchopneumonie ou par un abcès pulmonaire ou carrément une nécrose. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë, on peut avoir un tableau de CIVD, des troubles hydroélectrolytiques, on peut avoir une hémorragie digestive par différents mécanismes. Donc, on peut avoir une hémorragie digestive par un ulcère provoqué par un ulcère de stress. On peut avoir une hémorragie digestive par rupture de VO. Les VO qui sont causés par une compression de la veine porte qui est due à un pseudokyste du pancréas. Donc, on peut avoir plusieurs origines d'hémorragie digestive en cas de pancréatite aiguë. Les complications spléniques, c'est l'hématome sous-capsulaire splénique, surtout si la pancréatite est à localisation caudale. On peut avoir aussi des complications neurologiques, c'est l'encéphalopathie pancréatique. L'encéphalopathie pancréatique qui peut être due, bon, c'est un état d'agitation, ça peut arriver à un état de coma, qui peut être expliqué par plusieurs mécanismes, y compris une démyélinisation causée par les enzymes pancréatiques qui vont arriver jusqu'au système nerveux central. Donc là, c'était pour les complications systémiques. On arrive aux complications locales. Première complication, c'est l'infection de la nécrose. C'est la complication la plus grave, c'est la première cause de mortalité en cas de pancréatite aiguë grave. Donc l'infection se fait par une translocation de germes d'origine colique, par contiguïté ou par voie sanguine. Elle peut survenir de la première semaine, à partir de la première semaine, avec un risque croissant jusqu'à la 3e semaine, puis le risque va diminuer. Le diagnostic est suspecté devant un malade qui a une pancréatite aiguë, et au bout d'une semaine, il commence à installer une altération, à aggraver une altération de l'état général, il fait une fièvre, la CRP est très élevée, supérieure à 300, ou carrément on trouve des bulles d'air à la TDM. Mais là, ça reste juste des éléments qui nous font penser à l'infection de la nécrose, mais la preuve doit être l'étude microbiologique par ponction scanobidée. Donc, on doit faire l'étude microbiologique de la nécrose et confirmer qu'il s'agit bien d'une infection de la nécrose. Pour l'abcès pancréatique, sa survenue, elle est tardive, contrairement à l'infection de la nécrose. Donc, c'est au-delà des 4 semaines. Son siège, il peut être pancréatique ou péripancréatique. Il s'agit d'une infection, c'est l'infection d'une collection liquidienne limitée. Gbil, on parlait de l'infection de la nécrose. Dans le cas, c'est l'infection d'une collection liquidienne qui est limitée. Donc, cliniquement, on a un syndrome infectieux, on fait le diagnostic par une TDM et une ponction. Le pseudokyste du pancréas, c'est une complication évolutive. Elle aussi, elle survient après la 4e semaine. C'est une extravasation du suc pancréatique et de débris nécrotiques dans l'espace péripancréatique sans paroi propre, souvent serré. Donc, si ça s'infecte, ça va donner un abcès. Le pseudokyste du pancréas, il se résorbe spontanément dans 50% des cas. Le diagnostic, on le fait toujours grâce à l'imagerie par TDM. Par contre, là, une note importante,
On a dit que les pseudokystes du pancréas surviennent après 4 semaines. Donc, si par hasard on fait un scanner et on trouve une lésion kystique du pancréas, mais avant les 4 semaines, là, il s'agit, c'est très suspect, il s'agit peut-être d'une tumeur kystique qui est la cause même de la pancréatite aiguë. Donc ça, c'est pour vous dire que le pseudokyste du pancréas ne survient qu'après la 4e semaine. Si on trouve un kyste, une lésion kystique du pancréas avant la 4e semaine, c'est autre chose. Ça peut être même un kyste, une tumeur kystique qui est la cause d'une pancréatite aiguë. Pour les complications locorégionales, par extension de la nécrose aux organes de voisinage, on a la nécrose ou la fistulisation au niveau du côlon. On peut avoir une rupture ou hématome splénique. Et on a le syndrome de Weber-Christian. Il s'agit d'une communication entre le système canalaire pancréatique et la circulation portale par une fistule pancréatico-mésentérique supérieure. Cliniquement, qu'est-ce qu'on a? On a une asthénie, on a des signes généraux, une altération d'état général avec des nodules durs et sensibles qui peuvent même s'ulcérer et qui se trouvent surtout au niveau des jambes, mais même parfois au niveau des cuisses. Voilà, ça c'était les complications d'une pancréatite aiguë. Donc, on a des complications systémiques, on a des complications locales. On a dit que la plus grave étant l'infection de la nécrose. Donc, on a l'infection de la nécrose, on a l'abcès pancréatique et on a le pseudokyste du pancréas. Puis, on a les complications leucorégionales. Donc, les complications leucorégionales, les poulets de nécrose peuvent perforer tous les organes de voisinage. Donc, ça peut perforer ou fistuliser au niveau du côlon. Ça peut causer une rupture splénique, surtout quand on a une atteinte caudale du pancréas importante. Et si on a une communication entre le pancréas et la veine mésentérique supérieure, là, on a le syndrome de Weber-Christian. Et je vous ai déjà parlé de la clinique. On m'a demandé une explication du score de Balthazar. Alors, pour le score de Balthazar, c'est un score de sévérité scanographique. En cas de pancréatite aiguë, l'idéal c'est de faire le scanner après 48 heures jusqu'à 72 heures du début de la symptomatologie. Comme ça, on ne va pas sous-estimer les lésions. Donc, on fait un scanner sans injection où on va juger l'inflammation pancréatique et péripancréatique. Donc, en cas de pancréas normal, on peut avoir une pancréatite aiguë avec un pancréas qui est normal. Le diagnostic il repose sur les 3 critères. C'est la douleur typique, la douleur pancréatique typique. C'est l'augmentation de la lipazémie supérieure à 3 fois la normale. Et le scanner 1 des 3 et 2 des 3 suffisent pour poser le diagnostic. Donc, on peut avoir une pancréatite aiguë avec un pancréas qui est normal. Donc, c'est là où on parle d'un grade A de Balthazar. Donc, devant le grade A de Balthazar, on met 0 point. C'est très important. C'est très important de calculer les points après. C'est pour avoir une idée sur la morbimortalité de la pancréatite. Donc, pour le grade B, il s'agit d'un élargissement qui soit focal ou diffus du pancréas. Le grade C, c'est un pancréas qui est hétérogène, plus une densification de la graisse péripancréatique. Donc, devant le grade A, où on a une augmentation de la taille du pancréas, que ce soit un élargissement focal ou diffus, on donne un point. Pour le stade C, le pancréas
il est hétérogène, plus la densification de la graisse péripancréatique, là, on est à 2 points. Pour le grade D, on a une coulée péripancréatique de nécrose. Là, c'est 3 points. Et pour le grade E, on a soit plusieurs coulées de nécrose, donc plus d'une coulée de nécrose, on a coulées multiples, ou sinon une présence de bulles de gaz au sein d'une coulée. Une bulle de gaz au sein d'une coulée, ça témoigne, bon, ça peut témoigner d'une infection de la coulée de nécrose. Donc là, c'est le stade le plus grave, c'est le grade E. Donc devant le grade E, c'est 4 points. Là, pour calculer la nécrose pancréatique, le calcul de la nécrose pancréatique, il se fait après injection du produit de contraste. On a soit la nécrose, donc 0 points, une nécrose qui est inférieure à 30%, donc on a 2 points. La nécrose, c'est les parties qui ne vont pas prendre le produit de contraste, carrément. Donc, 2 points. Si la nécrose elle est inférieure à 30% de la masse pancréatique, si on a une nécrose qui est entre 30 et 50% de la masse pancréatique, on met 4 points. Et si on a une nécrose qui est supérieure à 50% de la masse pancréatique, donc au-delà de la moitié du pancréas, il est nécrotique, là, on met 6 points. Le total, la somme de ces points, donc on a d'un côté, on doit codifier l'inflammation en grade A, B, C, D ou E. Et d'un autre côté, on doit calculer la nécrose pancréatique. Donc, pas nécrose inférieure à 30%, nécrose entre 30 et 50% et une nécrose supérieure à 50%. Donc, le calcul des points, entre 0 et 3 points, on est à 3% de mortalité. Donc, on est dans les pancréatites, disons, bénignes, pancréatites aiguës bénignes. 4 et 6 points, là, on passe à 6% de mortalité. Et entre 7 et 10 points, on passe carrément à 17% de mortalité. Je ne vous ai pas mis les pourcentages de morbidité pour ne pas trop vous charger. Mais ce qui compte déjà, c'est de voir que la sévérité augmente avec le nombre de points. Donc, on a entre 0 et 3, 4 jusqu'à 6 et de 7 jusqu'à 10. Voilà, c'est ça le score scalographique de Balthazar. C'est un score, score pronostique. Il témoigne de la gravité de la pancréatite aiguë. Je pense que c'est le dernier point. On va parler. C'est le dernier point. Pardon, docteur. Oui. Docteur, il y a une question. Quel est le traitement des pseudokystes pancréatiques? Donc, je vous ai déjà dit qu'à 50% des cas, la résorption, elle se fait de manière spontanée. On peut faire des drainages radiologiques, comme on peut passer à la chirurgie. Surtout si on voit au-delà de 4 à 6 semaines, il n'y a pas de résorption. Il y a le pseudokyste qui peut comprimer les organes de voisinage, ça peut comprimer l'estomac, ça peut comprimer la veine porte, et ce qui va causer carrément l'HTP, voire des VO, voire une hémorragie digestive par rupture de VO. Ça peut comprimer le côlon, donc quand ça devient compressible, il faut opérer. D'accord, merci. De rien. Ah. Donc, pour ce qui est de l'hépatite fulminante, d'accord. Vous m'avez demandé une définition. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez comprendre quand est-ce qu'on parle d'une hépatite fulminante. Une insuffisance hépatique aiguë grave se définit par une défaillance hépatique avec insuffisance hépatocellulaire entraînant une chute de taux
de prothrombine, donc de TP, ou de facteur 5 inférieur à 50%. Ça, c'est l'insuffisance hépatique aiguë grave. On parle d'insuffisance hépatique aiguë grave quand on a un TP inférieur à 50%. Bien sûr, on doit être sûr que la cause n'est pas une cholestase. Donc, on fait en parallèle un facteur 5. Ou sinon, on fait un test de colère. Si le test de colère il est négatif, le TP va rester toujours bas après une injection de 3 jours consécutifs. On fait une injection de vitamine K et le TP n'augmente pas. C'est qu'il y a un problème de production carrément de TP au niveau hépatique. Si ça reste inférieur à 50%, c'est qu'on est devant une insuffisance hépatique aiguë grave. Mais quand est-ce qu'on parle d'hépatite fulminante? L'hépatite fulminante, il s'agit d'une hépatite grave, donc on a le TP qui est inférieur à 50%, le TP avec le facteur 5 qui est inférieur à 50%, avec manifestation d'encéphalopathie hépatique. L'intervalle entre l'apparition de l'ictère c'est le témoin, ça va être le témoin clinique de l'insuffisance hépatique aiguë grave. Donc l'intervalle entre l'apparition de l'ictère et l'encéphalopathie hépatique, elle est inférieure à 2 semaines. Donc, c'est quoi l'hépatite fulminante? L'hépatite fulminante, il s'agit d'une insuffisance hépatique aiguë grave qui va être cliniquement, ça va être un ictère suivi d'une encéphalopathie hépatique dans les 2 semaines qui suivent l'apparition de l'ictère. Au-delà de 2 semaines, on parle d'une hépatite subfulminante. Mais la fulminante, le délai, il est inférieur à 2 semaines entre l'ictère et l'encéphalopathie hépatique. Biologiquement, c'est un TP qui est inférieur à 50%, et qui ne répond pas à la vitamine K, donc test de colère qui est négatif. Ou sinon, on fait le facteur 5 qui est un peu plus cher à faire. Et sinon, le facteur 5, si on trouve le facteur 5 inférieur à 50%, c'est qu'on est sûr qu'il s'agit d'une insuffisance hépatique aiguë grave. Voilà. Il reste quelques questions. Disons que j'ai pas très bien compris certaines questions. Excusez-moi. Bon, physiopathologie de l'hépatite chronique. Ben, c'est presque la même chose que la physiopathologie de la cirrhose, quoique la cirrhose, c'est le stade ultime. Quelles sont les caractéristiques? Pardon. On m'a demandé, je vais voir. Alors, litiage de la voie biliaire principale, une interprétation du bilan biologique dans le cas du litiage de la voie biliaire principale. J'ai pas compris la question, l'interprétation du bilan biologique. On a surtout, biologiquement, en cas de litiage de la voie biliaire principale, biologiquement, on a surtout le syndrome de cholestase qui peut entraîner avec lui une petite cytolyse. Mais principalement, c'est la cholestase, le syndrome de cholestase. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des phosphatases alcalines supérieures à 1,5 fois la normale et on a des gamma-GP qui sont supérieures à 3 fois la normale avec une bilirubine qui peut être, qui est augmentée. Une bilirubine conjuguée augmentée. Il y a une autre question. Oui, l'intérêt du fibroscan au cours des hépatites chroniques. Justement, l'intérêt du fibroscan au cours des hépatites aiguës chroniques, c'est de calculer le degré de fibrose. On sait que dans les hépatites aiguës chroniques, on veut savoir on est à quel F. F1, F2, F3 ou carrément F4, voire cirrhose. Donc,
c'est le nouveau, disons, c'est le nouveau moyen non invasif. Donc, pour ne pas passer carrément à la TBH, qui est un examen qui reste invasif avec des complications, donc on peut faire le fibroscan et donc calculer pour chaque maladie, pour chaque étiologie d'hépatite chronique, on a le F1 qui correspond à tel résultat, le F2, le F3, voire le F4. Donc, pour chaque étiologie, on a le degré de fibrose. Voilà, le degré de fibrose qui correspond à F1 pour l'étiologie, par exemple, d'une CBP. Voilà le résultat qu'on trouve dans le F1, l'intervalle, la fourchette de F1, F2, F3 et F4. Donc, le but, c'est de calculer le degré de fibrose. Voilà, je pense que c'était ça les questions purement gastro. Le reste des questions, c'était des questions de chirurgie. Je préfère que les réponses soient données par un chirurgien. Je pense qu'on a terminé. S'il y a des questions. Oui, il y a des questions. La première question est pourquoi, en cas d'endocardite, il y a intérêt à faire une coloscopie? C'est pas dans toutes les endocardites. Alors, l'intérêt de faire une coloscopie, c'est en cas d'endocardite à streptocoque bovis du groupe D. Car la translocation se fait à partir du côlon. Donc, généralement, il y a une pathologie qui est sous-jacente. Il y a une pathologie inflammatoire qui peut être une diverticulose, qui peut être une MICI, donc qui est la cause du passage du Streptococcus bovis du groupe D. Voilà. Il y a une autre question. Est-ce que la surveillance d'endobrachio-œsophage permet la diminution du risque de transformation à l'adénopathies? Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Bon, j'ai compris qu'il demande c'est quoi l'intérêt de la surveillance de l'endobrachio-œsophage. Est-ce que ça diminue le risque de passage à l'adénocarcinome? C'est pas que ça diminue le risque, c'est qu'on va agir au stade de la dysplasie sévère, la dysplasie de haut grade, avant d'arriver au stade du cancer. Voilà, c'est ça. C'est d'agir quand le carcinome il est encore superficiel. D'accord. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un traitement médical pour la perforation duodénale? Pour la perforation duodénale. Je pense que c'est chirurgical. Si c'est la perforation duodénale? Oui. Ah, Belek, vous parlez de la perforation de l'ulcère duodénal, c'est ça? Oui. Bon, par rapport à ça, c'est toujours de la chirurgie. D'accord. Ah oui, c'est toujours une question de chirurgie. Là, en cas de perforation, on a un délai de 6 heures. On a un délai déjà. Oui, c'est vrai qu'on peut ne pas passer directement à la chirurgie. Surtout si le patient, la perforation s'est installée alors que le patient était agent. Donc, il n'y a pas vraiment un grand risque d'infection. Donc, on doit réanimer le patient, on doit le mettre sous surveillance et voir s'il n'y a vraiment aucun signe d'inflammation. S'il y a une bonne évolution, on peut ne pas opérer le patient, oui. D'accord. Et il y a une autre question sur ce point aussi. Est-ce que la perforation duodénale est considérée comme septique ou aseptique? Justement, c'est ça, aseptique, comme le patient il est agent, c'est ça. Ouais. Oui.
D'accord. Mais en même temps, ça n'évite pas à 100%. On doit mettre le patient en surveillance, s'assurer qu'il n'y a aucun signe de sepsis et intervenir dès qu'il y a le moindre petit problème. D'accord. D'accord, merci. C'est bon, il n'y a plus de questions? Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, si vous avez d'autres questions, vous n'avez qu'à les poser en commentaire. D'accord, ok, ça marche. Madame, vous pouvez arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez voir les commentaires. Alors, Sophie, voilà. Mais il n'y a pas de commentaire. Si, il y a une autre question. Vous cliquez sur commentaires et les commentaires vont apparaître. Je clique sur quoi? Commentaires. En tout cas, voilà, ça y est. Très bien. Pourquoi on t'a regardé? Oui, ça y est. Est-ce que l'ulcère perforé peut se révéler par une douleur de l'hippocampe droit? Je dois faire une autre séance pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la gastro et la chirurgie. Justement, moi, dès que je suspecte qu'il y a une perforation, je demande un avis de chirurgien. Ouais. Mais oui, on peut avoir une douleur au niveau de l'hippocampe droit. Mais bon, c'est beaucoup plus au niveau épigastrique, mais oui, on peut avoir. Et laissez tomber les perforations, s'il vous plaît. Je pense que... Par contre, une douleur biliaire, le siège, il est généralement épigastrique, hein, contrairement à ce que l'on pense et contrairement à ce qu'on croit. C'est pas toujours l'hippocampe droit, c'est aussi l'épigastre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nouvelle recommandation, scanner à 2 heures au lieu de déjà en marche. D'un côté, on veut éviter le scanner d'un côté. Pourquoi retarder le scanner? On veut éviter d'un côté la sous-estimation de lésions. Donc, on donne le temps à la lésion, comme ça, après 72 heures, on a plus de chances de voir les lésions. Et aussi, d'un autre côté, c'est en rapport avec l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, on peut aggraver l'insuffisance rénale aiguë en faisant un scanner, surtout quand on fait l'injection. Comme je vous ai dit, pour calculer la nécrose, on est obligé de faire une injection. Bien sûr, une injection du produit de contraste. Bien sûr, sauf en cas de contre-indication, bien sûr, il n'y a rien à dire. Mais le fait d'injecter, même si le patient il n'a pas un bilan qui est perturbé, on risque de le perturber les premières heures qui suivent la pancréatite. Mais parfois, comme je vous ai déjà dit, le diagnostic, parfois, il peut se reposer sur une pancréatite et sur le scanner. Donc, parfois, on est obligé de faire le scanner pour poser le diagnostic. Parfois, la douleur n'est pas typique. On
peut avoir des douleurs atypiques en cas de pancréatite aiguë, comme on peut parfois ne pas avoir le critère biologique qui est la lypasémie. Donc, parfois, on est amené à faire un scanner dès le début. Et puis, le scanner, on le fait après, dès qu'il y a une aggravation, dès que le patient ne va pas bien, dès qu'il y a une persistance de la douleur au-delà de 4 semaines. Donc, comme on a déjà dit, on peut avoir une infection de la nécrose qui peut être suspectée sur le scanner. Donc, on peut avoir une altération de l'état général, une fièvre très élevée, une CRP qui est très élevée. Là, il faut quand même faire le scanner, un deuxième scanner après le scanner qu'on a déjà fait, le scanner diagnostic ou le scanner pour le score de Balthazar, et qui peut montrer des bulles d'air au niveau de la nécrose. Là, c'est vraiment fortement suspect d'une infection des nécroses. Et le diagnostic, ça reste la ponction avec étude bactériologique. D'accord. Je pense que c'est le moment pour moi de partir. Il n'y a pas de questions. Oui, je pense qu'il n'y a plus de questions et on peut arrêter. Eh ben, très bien. Merci. Merci pour votre temps. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. J'espère que c'était bénéfique. Bien sûr. Merci. Allez, au revoir. Comment je vais faire?